Le 8 mai 2025, tout bascule. L'argent change de route. En convertissant 2,4 milliards de dollars d'aide étrangère en crédit agricole national, le Burkina Faso ne retouche pas un budget. Il inverse le flux de pouvoir économique, remplace les validations externes par un circuit interne et promet un accès régulier, documenté numériquement, à près d'1 million de ménages. Et si Ibrahim Traoré parie sur ce mécanisme, que devient votre lecture de la souveraineté quand rembourser remplace attendre? Une rupture sans bruit s'installe, portée par des puits, des pompes et des stocks. Cette séquence promet plus qu'un récit technique. Elle pose un enjeu clair et vérifiable. Vous comprendrez comment un crédit national peut déplacer la décision économique vers les ménages ruraux, réduire les pertes agricoles et stabiliser les prix, sans ajouter de fait extérieur au cadre observé. L'intérêt est concret. Lire les mécanismes plutôt que les slogans et mesurer ce qui change pour la production, la gestion du risque et la responsabilité collective. Le pari n'est pas idéologique. Il tient à une architecture. Enregistrement numérique, décaissement direct, remboursement visible. Ces trois maillons redéfinissent que la vitesse d'exécution et la traçabilité, là où l'aide conditionnelle fragmentait les délais. L'enjeu dépasse l'agriculture. Il touche la souveraineté budgétaire, la relation avec les partenaires et la capacité d'un État à aligner règles et usages. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un marqueur d'intention, non comme une exception, tandis que les coopératives deviennent l'unité opérationnelle décisive. La question guide est simple: que gagne-t-on et à quel coût quand le crédit remplace l'attente? 2 chiffres suffisent à ouvrir le cadre. 2,4 milliards de dollars réorientés. Près d'1 million de ménages concernés. En quelques mois, ce déplacement transforme une aide conditionnelle en un crédit national traçable et modifie la façon dont l'économie rurale prend des décisions quotidiennes. Ce qui se dévoile, c'est ce basculement précis. Là où l'aide imposait rapport, validation et délai, le crédit suit désormais une chaîne courte et lisible. Enregistrement, décaissement, usage, remboursement. Ce changement n'ajoute pas une couche administrative. Il en retire. Il ne promet pas une accélération spectaculaire, mais une continuité opérationnelle qui rend chaque choix local immédiatement effectif. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est cité comme le porteur d'une intention politique claire: replacer la décision économique dans un circuit national sans rompre formellement avec l'extérieur. Le contexte explique pourquoi ce détail compte. Le Burkina Faso, pays enclavé et exposé aux aléas climatiques, a longtemps vu ses projets agricoles dépendre de calendriers externes. Les ménages ruraux attendaient la libération des fonds, ajustaient leurs semis, puis subissaient les retards. La réorientation des 2,4 milliards inverse la logique. Le financement devient prévisible, documenté numériquement et distribué selon des règles communes. Cette prévisibilité change la gestion du risque, car elle permet d'acheter des semences, d'installer des pompes ou d'organiser le stockage sans attendre une validation lointaine. Un microcas permet d'éclairer les faits. Dans certaines zones sèches, l'accès rapide au crédit a permis d'installer des puits et des pompes solaires avant les périodes critiques, réduisant des pertes récurrentes. Ailleurs, des coopératives ont coordonné l'achat de matériel et partagé des entrepôts communautaires, transformant un financement abstrait en décision concrète. Ces choix locaux s'additionnent, créant une dynamique cumulative plutôt qu'un effet ponctuel. La question ouverte au départ trouve ici un premier écho. Si le crédit réorganise déjà le temps, la responsabilité et l'accès aux outils, jusqu'où ce modèle peut-il redessiner les rapports de force économique au niveau national, comme le suggère Ibrahim Traoré? Pour saisir l'effet réel du dispositif, il faut quitter l'abstraction et suivre les premiers points d'ancrage. Les coopératives agricoles servent de personnages collectifs, à la fois guides et baromètres. Elles concentrent l'accès au crédit, organisent les décisions
et rendent visibles les usages. Là où l'aide extérieure fragmentait les responsabilités, ces structures locales deviennent l'unité où financement et action se rejoignent. Un premier cas apparaît dans des zones exposées à la sécheresse. L'arrivée coordonnée de puits et de pompes solaires, rendue possible par un décaissement rapide, a modifié le calendrier agricole. Les sols restent exploitables pendant les périodes critiques et les pertes récurrentes diminuent. Le crédit n'agit pas seul. Il synchronise l'achat d'équipements avec les besoins réels, sans attente administrative. Un second cas concerne l'organisation du stockage. Des coopératives ont investi collectivement dans de petits entrepôts communautaires. Cette décision réduit la détérioration post-récolte et stabilise les revenus, car les ventes ne sont plus forcées par l'urgence. Les remboursements enregistrés publiquement renforcent la discipline interne, chaque membre voyant l'impact de ses choix sur l'ensemble du groupe. Ces effets précoces ne sont pas spectaculaires, mais ils sont cumulatifs. Ils modifient la perception du risque, la planification et la confiance dans un cadre commun. Le crédit cesse d'être perçu comme une faveur incertaine et devient un outil ordinaire de gestion. L'idée clé est claire. Quand l'accès au financement se cale sur le rythme des besoins, la capacité d'action locale augmente sans dépendre d'arbitrage extérieur. L'activation du dispositif se produit au moment précis où les autorités décident de convertir formellement l'aide internationale en un mécanisme national de crédit agricole. Ce geste ne se limite pas à une ligne budgétaire. Il enclenche une chaîne d'opérations nouvelles. Les ménages ruraux s'enregistrent, les décaissements sont effectués directement et les premières utilisations ciblent des besoins immédiats: semences, outils, irrigation, stockage. La temporalité change. Là où l'aide conditionnelle imposait une attente incertaine, le crédit introduit un calendrier lisible et continu. Dans ce cadre, le discours d'Ibrahim Traoré fonctionne comme un signal d'orientation, indiquant que la décision économique doit désormais suivre un circuit interne plutôt qu'un arbitrage externe. Le pic survient lorsque cette réorganisation financière rencontre les infrastructures censées annoncer. Les projets de puits, de pompes solaires et de centres de stockage ne restent pas des promesses abstraites. Ils deviennent des capacités opérationnelles. L'eau atteint des terres auparavant vulnérables. Les pompes réduisent la dépendance énergétique et le stockage limite les pertes post-récolte. Les coopératives observent, presque en temps réel, l'effet combiné du crédit et des équipements. Les remboursements, enregistrés publiquement, modifient la perception du prêt. Il n'est plus un transfert opaque, mais une dette visible, partagée et assumée collectivement. Ce moment marque un point culminant, non par un événement spectaculaire, mais par l'alignement entre financement, outils et usage. Les répliques apparaissent ensuite, de manière progressive mais tangible. Les familles ajustent leurs pratiques agricoles, planifient les cycles et réduisent les ventes forcées. Les jeunes, auparavant attirés par les centres urbains, trouvent des opportunités locales liées à l'irrigation, à la maintenance ou à la gestion des entrepôts. L'économie rurale commence à produire des effets. En chaîne, plus de production, moins de pertes, des revenus plus stables. À l'échelle nationale, cette dynamique se traduit par une réduction des importations alimentaires et une amélioration des perspectives d'exportation. Ces répliques ne se limitent pas au territoire. À l'extérieur, le modèle suscite des réactions contrastées. Certains partenaires occidentaux expriment des réserves, invoquant des risques de gouvernance ou de viabilité financière. D'autres observent avec prudence un système qui contourne les procédures habituelles sans rompre explicitement avec les relations existantes. Le Burkina Faso ne cherche pas l'affrontement, mais démontre une capacité à définir ses priorités. Dans cette phase, Ibrahim Traoré est perçu moins comme l'architecte unique que comme le visage d'un processus collectif qui s'enracine dans les pratiques locales. La ligne des événements révèle ainsi une transformation graduelle. L'activation a déplacé les règles, le pic a aligné les moyens, et les répliques diffusent les effets dans l'économie et la société. La question ouverte demeure.
Ce rythme méthodique peut-il se maintenir lorsque l'échelle s'élargit et que les pressions, internes comme externes, se multiplient? Avant la réorientation, l'aide internationale suivait un schéma connu. Validations successives, rapports périodiques, délais variables et une visibilité limitée sur l'usage final des fonds. Après, le Crédit national adopte un circuit direct où chaque prêt est enregistré numériquement, décaissé sans intermédiaire extérieur, puis remboursé selon un calendrier public. Ce passage du contrôle externe à la gestion interne constitue le changement central du dispositif, car il modifie la vitesse, la traçabilité et la responsabilité à chaque étape. Le premier indicateur chiffré concerne le volume réorienté. Les 2,4 milliards de dollars convertis en crédit agricole ne représentent pas seulement une somme élevée, ils redéfinissent l'échelle d'intervention. À ce niveau, le financement cesse d'être ponctuel et devient structurel, permettant une planification plurisaisonnière plutôt qu'une réponse fragmentée aux urgences. L'explication est simple. Un fonds de cette taille soutient la continuité des décisions locales, là où des apports dispersés imposaient des ajustements permanents. Le deuxième indicateur touche à la capacité productive. La source évoque une augmentation potentielle de la productivité agricole de 30 à 50% selon les zones. Ce delta ne s'explique pas par un seul facteur, mais par une chaîne cohérente. Accès à l'eau, réduction des pertes post-récolte, équipement adapté. En termes opérationnels, plus d'eau stabilise les sols, le stockage limite la détérioration et les outils modernes réduisent le travail improductif. Chaque maillon ajoute un gain mesurable sans dépendre d'une supervision extérieure. Le troisième indicateur porte sur les flux commerciaux. La réduction des importations alimentaires est estimée à environ 200 millions de dollars par an. Ce chiffre n'est pas présenté comme une promesse, mais comme une conséquence mécanique d'une production locale plus stable. Moins importer signifie non seulement économiser des devises, mais aussi renforcer la résilience face aux chocs externes. L'effet est cumulatif. Les économies réalisées peuvent être réinjectées dans le système de crédit, alimentant de nouveaux cycles. Ces données prennent sens lorsqu'elles sont lues. Ensemble, le volume réorienté fixe l'échelle, la productivité traduit l'efficacité, et la réduction des importations révèle l'impact macroéconomique. Le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît ici comme un point d'alignement politique. Il ne produit pas les chiffres, mais il assume le cadre qui les rend possibles, en privilégiant la traçabilité et la continuité. La lecture quantitative ne remplace pas l'observation du terrain, mais elle confirme une tendance. Les nombres cessent d'être des justifications destinées à des bailleurs extérieurs. Ils deviennent des outils internes de pilotage. La question ouverte se précise alors. Si ces deltas se maintiennent, comment le système absorbera-t-il l'extension à une échelle encore plus large sans perdre sa lisibilité? Le premier argument avancé par les critiques repose sur le risque systémique. Transformer une aide conditionnelle en crédit autogéré exposerait, selon eux, le Burkina Faso à des défaillances massives. Les administrations locales manqueraient d'expérience pour gérer des prêts à grande échelle, et l'absence de supervision internationale pourrait amplifier les défauts de remboursement. Dans cette lecture, la lenteur de l'aide extérieure serait un mal nécessaire, garantissant une discipline imposée de l'extérieur et limitant les décisions jugées trop rapides. Le second argument concerne la politisation du financement. En retirant aux bailleurs traditionnels leur rôle d'arbitre, le Crédit national donnerait au gouvernement une latitude excessive pour orienter les fonds. Ce pouvoir accru créerait, d'après ces observateurs, des zones d'ombre et des risques d'opacité, surtout dans un contexte institutionnel fragile. La stabilité régionale dépendrait alors davantage d'un encadrement international que d'une autonomie nationale perçue comme incertaine. Ces deux thèses sont cohérentes sur le papier, mais la réponse issue du terrain
nuancent fortement leur portée. La gestion numérique des prêts, décrite comme publique et vérifiable, réduit précisément l'opacité redoutée. Chaque décaissement et chaque remboursement sont enregistrés, ce qui déplace la responsabilité vers les coopératives elles-mêmes plutôt que vers des intermédiaires lointains. La discipline ne disparaît pas. Elle change de nature, devenant collective et visible. Sur le risque financier, les infrastructures associées au crédit apportent un élément souvent négligé. Les puits, les pompes solaires et les centres de stockage transforment les presses en capacités productives tangibles. Le crédit n'est pas consommé, il est investi. Cette matérialité réduit l'aléa, car elle aligne remboursement et usage concret. Les ménages remboursent parce que l'outil fonctionne et génère un revenu. Ainsi, le cœur de la réfutation tient à un déplacement du contrôle. Il ne s'agit pas d'un relâchement, mais d'un recentrage. Moins de supervision externe, plus de responsabilité locale. La question n'est plus de savoir si le modèle est risqué en soi, mais s'il correspond mieux aux usages réels que les mécanismes qu'il remplace. À mi-parcours, il ne s'agit pas d'un chiffre nouveau, mais d'un changement d'échelle. Ce qui ressemblait à une réallocation financière devient un système qui façonne les comportements. Le crédit cesse d'être perçu comme une ressource exceptionnelle. Il devient une routine encadrée, visible et intégrée aux décisions quotidiennes. Dans plusieurs zones rurales, l'arrivée simultanée du financement et des infrastructures a modifié les attentes. Les ménages ne raisonnent plus en termes d'attente ou de dépendance. Ils raisonnent en cycle, en investissement et en remboursement. Cette bascule cognitive est décisive, car elle transforme la manière dont le risque est évalué. L'aide internationale imposait une temporalité fragmentée. Le crédit national introduit un rythme continu. Chaque saison s'appuie sur la précédente. Chaque remboursement prépare le suivant. Les coopératives deviennent des espaces d'apprentissage collectif, où la discipline financière se construit par la visibilité plutôt que par la contrainte. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré prend un sens particulier. Elle n'incarne pas une rupture spectaculaire, mais une continuité assumée. Le cadre politique soutient le système, sans se substituer aux usages locaux. Le pouvoir n'est plus concentré dans la décision initiale, mais diffusé dans l'exécution quotidienne. Le récit change alors de nature. Il ne s'agit plus de savoir si le modèle peut fonctionner. Il s'agit de comprendre ce qu'il produit déjà, silencieusement, sur les pratiques, les responsabilités et les projections dans l'avenir. Du point de vue de l'État, la première conséquence est institutionnelle. Le passage à un crédit national clarifie la responsabilité budgétaire et raccourcit les circuits de décision. Les flux financiers deviennent lisibles, traçables et directement reliés aux usages productifs. Cette lisibilité renforce la capacité de pilotage public, car les indicateurs servent d'outils internes plutôt que de justificatifs externes. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme un point de cohérence politique. Il incarne l'alignement entre règles nationales et exécution locale, sans se substituer aux mécanismes opérationnels. Si l'on se place du côté des entreprises et des acteurs économiques, l'effet se manifeste dans la stabilisation des chaînes d'approvisionnement. Une production agricole plus régulière réduit l'incertitude pour le transport, la transformation et la distribution. Les centres de stockage communautaires limitent les ruptures et permettent une meilleure planification des volumes. Les opérateurs privés peuvent ainsi raisonner en contrats plus longs, car l'offre devient moins indépendante des aléas administratifs et climatiques. Le crédit agit ici comme un amortisseur, transformant des cycles imprévisibles en flux plus continus. Si l'on se place du côté des ménages agricoles, les changements sont les plus visibles. L'accès à un financement stable modifie la gestion quotidienne. Achat de semences adaptées, entretien des équipements, organisation du stockage. Les familles planifient leurs récoltes et leurs remboursements dans un même horizon, ce qui réduit les ventes forcées et les décisions prises sous contrainte. Le statut change subtilement. On ne parle plus d'assistance reçue, mais d'investissement consenti, avec une responsabilité partagée au sein des coopératives.
Cette évolution redéfinit le rapport au risque et à l'autonomie. Et à l'échelle régionale, enfin, l'impact dépasse les frontières nationales. Les pays voisins observent un modèle qui démontre qu'un financement agricole peut fonctionner sans conditions extérieures lourdes. Cette observation alimente des discussions sur la souveraineté financière et la coopération régionale. Le Burkina Faso devient un cas de référence, non par un discours, mais par des effets mesurables. Les réactions internationales oscillent entre prudence et reconnaissance implicite, signe que l'équilibre des influences se recompose. Ces 4 niveaux d'impact se renforcent mutuellement. L'État gagne en lisibilité, les entreprises en prévisibilité, les ménages en capacité d'action et la région en options stratégiques. La question centrale trouve ici un paiement concret. Ce modèle ne reste pas théorique. Il produit déjà des effets différenciés et cumulés que Ibrahim Traoré relie symboliquement à une trajectoire nationale assumée. Imaginons d'abord un scénario de base. La trajectoire actuelle se consolide sans accélération brutale. Le système de crédit poursuit son déploiement. Les infrastructures prévues atteignent une part significative des zones rurales et les coopératives renforcent leur routine de gestion. Les remboursements restent réguliers grâce à la visibilité numérique et les pertes agricoles continuent de diminuer progressivement. L'État ajuste les paramètres sans modifier l'architecture générale. Ce scénario ne transforme pas tout, mais il installe une stabilité opérationnelle qui rend le modèle durable. Imaginons ensuite un scénario optimiste. Les effets s'amplifient plus rapidement que prévu. Les puits, les pompes solaires et les centres de stockage fonctionnent à plein régime, et les ménages utilisent le crédit pour diversifier les cultures et améliorer la transformation locale. Le retour des jeunes vers les zones rurales s'accélère, créant des activités connexes autour de la maintenance, de la logistique et du stockage. Les pays voisins s'inspirent du dispositif, ouvrant la voie à des coopérations régionales. La confiance collective augmente, les remboursements s'améliorent, et le crédit devient un levier de croissance endogène. Dans cette configuration, le cadre défendu par Ibrahim Traoré gagne en crédibilité, car il démontre une capacité à produire des effets au-delà des frontières. Imaginons enfin un scénario plus contraint. Plusieurs tensions apparaissent simultanément. Des pressions politiques ou financières externes ralentissent certains projets, et des retards d'infrastructures limitent l'impact attendu dans certaines zones. Quelques coopératives rencontrent des difficultés de remboursement, obligeant à des ajustements administratifs. Le modèle ne s'effondre pas, mais il perd de son élan initial. La question n'est alors plus celle de la viabilité, mais celle de l'adaptation face aux contraintes. Ces 3 trajectoires partagent un point commun. Aucune ne dépend d'un retour à l'aide conditionnelle. Le choix structurant est déjà acté. La réflexion clé devient donc stratégique. Comment renforcer la capacité institutionnelle et l'apprentissage local pour que, quel que soit le scénario, le système conserve sa lisibilité et son ancrage national. Si l'on pense d'abord aux ménages ruraux, l'impact se traduit d'abord par une expérience concrète du changement. L'accès au crédit modifie la manière de décider au quotidien. Acheter maintenant plutôt que d'attendre. Investir avant la saison critique. Planifier les remboursements en même temps que les récoltes. Cette synchronisation réduit le stress lié à l'incertitude et transforme la relation au travail agricole. Le spectateur concerné par ces réalités peut reconnaître un basculement simple mais profond. Quand les règles sont claires, l'initiative devient possible. Si l'on pense ensuite aux acteurs économiques intermédiaires, transporteurs, transformateurs ou gestionnaires de stockage, la dynamique ouvre une autre perspective. Une production plus régulière permet d'anticiper, de contractualiser et de réduire les à-coups. Le crédit agricole, en stabilisant l'amont, sécurise aussi l'aval. Ce lien est souvent invisible, mais il structure l'ensemble de la chaîne. Comprendre ce mécanisme aide à lire les effets indirects d'une politique qui dépasse largement le champ agricole. Enfin, si l'on pense aux observateurs extérieurs, décideurs, ONG ou partenaires régionaux, le modèle invite à une réflexion différente.
Il ne s'agit pas d'adhérer ou de rejeter, mais d'analyser ce qui fonctionne quand les responsabilités sont rapprochées du terrain. La transparence numérique, la visibilité des remboursements et le rôle central des coopératives offrent des repères concrets pour évaluer l'efficacité réelle. À ce stade, le récit rejoint l'expérience du spectateur. La question n'est plus abstraite, elle devient personnelle. Face à un système qui privilégie l'action locale et la responsabilité partagée, quel levier semble réellement capable de transformer durablement une économie rurale? La trajectoire opérationnelle s'articule autour d'étapes lisibles, chacune associant acteurs, calendriers et indicateurs. D'abord, la coordination et le pilotage. L'État définit le cadre, fixe les règles communes et supervise l'infrastructure numérique d'enregistrement des prêts. Cette phase intervient immédiatement et se mesure par le taux de transactions digitalisées et la régularité des décaissements. Ensuite, le déploiement matériel. Les autorités, avec des partenaires techniques, installent puits, pompes solaires et centres de stockage dans les zones ciblées. L'horizon est de quelques mois. Les indicateurs sont concrets. Nombre d'équipements opérationnels et réduction observée des pertes post-récolte. Puis, la mobilisation des communautés. Les coopératives forment les ménages à la gestion du crédit, à l'usage des équipements et au remboursement collectif. Cette phase commence après l'installation des infrastructures. Elle se mesure par la participation aux formations et la discipline de remboursement visible publiquement. Après cela, l'évaluation continue. À intervalles réguliers, les résultats économiques sont analysés et les paramètres ajustés. La productivité, la stabilité des revenus et la transparence financière servent de boussole. L'objectif n'est pas la sanction, mais l'apprentissage. Enfin, l'extension maîtrisée. Une fois les bases consolidées, le système peut s'élargir à de nouvelles zones et inspirer des coopérations régionales. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme un garant de la cohérence politique, reliant les étapes sans se substituer aux acteurs locaux. L'ensemble forme un chemin praticable, clair dans ses responsabilités, mesurable dans ses résultats, et suffisamment souple pour absorber les ajustements. La question qui demeure est stratégique. Comment préserver cette lisibilité lorsque l'échelle et les attentes continueront de croître? Lorsque l'on revient aux premières coopératives évoquées plus tôt, celles où l'on a vu apparaître les puits, les pompes solaires et les entrepôts communautaires, le sens du parcours devient plus lisible. Les gestes étaient simples. Enregistrer un prêt, vérifier un remboursement, organiser un stock. Pourtant, ces gestes répétés ont progressivement remplacé l'attente par l'initiative. Ils ont créé une continuité là où l'aide extérieure fragmentait le temps et les responsabilités. Dans ces espaces collectifs, le crédit n'est plus une abstraction financière. Il se matérialise dans des outils, des calendriers et des décisions partagées. Chaque saison s'appuie sur la précédente. Chaque remboursement confirme que le système fonctionne parce qu'il est compris et approprié. Cette routine, presque banale, constitue en réalité la rupture la plus profonde. Elle transforme la confiance en pratique quotidienne. La figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit ici comme un fil conducteur plutôt que comme un point de départ. Elle rappelle que la transformation n'a pas reposé sur un geste isolé, mais sur la cohérence d'un cadre maintenu dans le temps. Le pouvoir n'a pas été concentré dans une annonce. Il s'est diffusé dans l'exécution. La phrase qui s'impose est simple et ferme. La maîtrise construit plus loin que la dépendance. Le parcours observé ne demande pas une adhésion immédiate, mais une lecture attentive des mécanismes à l'œuvre. Transformer l'aide en crédit, rendre visibles les remboursements et rapprocher la décision du terrain composante un choix de société plus qu'un simple outil financier. Ce choix engage des valeurs, responsabilité partagée, transparence et continuité dans l'action publique. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme un repère politique qui relie ses principes à une trajectoire nationale, sans en faire un récit personnel. Pour celles et ceux qui écoutent, l'invitation est simple et ouverte. Regarder ce modèle, c'est interroger ce qui rend une politique durable.
la tailleur des montants, la clarté des règles ou l'appropriation par ceux qui produisent. C'est aussi comparer, sans caricature, l'efficacité des circuits courts de décision avec celle des cadres conditionnels plus lourds. La discussion gagne à rester collective. Les expériences locales, les lectures critiques et les comparaisons régionales enrichissent la compréhension. Partager une analyse, poser une question ou signaler un point à approfondir contribue à ce dialogue. La question finale reste volontairement ouverte. Dans quelles conditions un système fondé sur le crédit national peut-il devenir un levier durable pour d'autres contextes, sans perdre sa lisibilité ni sa responsabilité ?